10 février 1943. La température est bloquée à -25 degrés et n'a pas bougé depuis plusieurs jours. Dans les tranchées avancées au sud de Leningrad, des milliers d'hommes sont plaqués contre une terre gelée, écoutant le vent raser le paysage dévasté. Ils portent les manteaux gris de campagne de la Wehrmacht allemande. Mais les voix qui traversent le givre, priant à voix basse, maudissant le froid, se passant des cigarettes, parlent en espagnol castillan. Ce sont les hommes de la 250e division d'infanterie. Et dans environ 40 minutes, le monde va leur tomber sur la tête. À exactement 6h45 du matin, l'horizon s'embrase. Pas avec le lever du soleil, avec le feu. Plus de 800 pièces d'artillerie soviétique ouvrent le feu simultanément, rejointes par des dizaines de batteries de roquettes Katyusha qui hurlent dans le ciel comme des banchets mécaniques. Le barrage qui suit n'est pas un avertissement. C'est un effacement. Des bunkers construits après des mois de travail s'effondrent en quelques secondes, ensevelissant des hommes vivants sous le bois et la terre gelée. Les lignes téléphoniques sont coupées dans la première minute. Les postes de commandement deviennent aveugles. Le bruit est si total que des soldats se souviendront plus tard ne pas avoir entendu leurs propres cris. Du côté soviétique de la ligne, le général Vladimir Feduninski observe la fumée à travers ses jumelles. Il a rassemblé 44 000 soldats pour cette offensive, 4 divisions de fusiliers d'élite, 2 régiments de chars avec des KV-1 lourds et des brigades de ski entraînées précisément pour ce type de guerre hivernale. Face à eux se trouve une seule division de volontaires étrangers, 5 600 hommes, aucun char et une réputation que les soviétiques ont déjà jugée sans importance. Le plan, l'opération Étoile polaire, est conçu pour percer le secteur espagnol, remonter vers le nord, rejoindre une autre force soviétique et piéger toute la 18e armée allemande dans une poche. Les Espagnols ne sont même pas la vraie cible. Ils ne sont que la porte que Feduninski compte enfoncer. Il s'attend à les avoir traversés avant midi. Ce qui se produira à la place au cours des 18 heures suivantes deviendra l'un des plus stupéfiants combats défensifs de tout le front de l'Est, mené par des hommes qui n'auraient jamais dû s'y trouver, pour des raisons complexes, contradictoires et parfois déchirantes. Pour comprendre comment 45 000 Espagnols se sont retrouvés sur les plaines gelées de Russie, il faut revenir à une gare à la frontière franco-espagnole en octobre 1940, où Francisco Franco a fait attendre Adolf Hitler pendant 9 heures avant même de se présenter. Cette rencontre à Hendaye est l'un des épisodes diplomatiques les plus étranges de la guerre. Hitler venait de conquérir la France en 6 semaines. Il contrôlait le continent. Il voulait que l'Espagne rejoigne officiellement l'Axe, prenne Gibraltar et ferme la Méditerranée aux Britanniques. En échange, il offrait à Franco une place à la table du partage de l'Europe après la victoire allemande inévitable. Dans toute logique, Franco aurait dû accepter immédiatement. Il ne l'a pas fait. Parce que Franco, quoi qu'on pense de lui, comprenait une chose avec une clarté froide, l'Espagne était finie. La guerre civile s'était terminée seulement 2 ans plus tôt, laissant le pays économiquement exsangue, militairement épuisé et profondément fracturé. Entrer dans une guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne aurait signifié affronter la Royal Navy britannique en Méditerranée, risquer l'entrée en guerre des États-Unis, et tout cela avec une armée encore en reconstruction. C'était un suicide national déguisé en idéologie. Mais il ne pouvait pas non plus dire simplement non. La Légion Condor allemande avait été décisive dans sa victoire. Les troupes italiennes avaient combattu pour lui. Il devait une dette de sang à des hommes qui contrôlaient désormais l'Europe, et celui qui était assis en face de lui n'avait aucune patience pour les nations qui refusaient de coopérer. Franco fit donc ce qu'il ferait pendant toute la guerre, il temporisa. Il posa des exigences impossibles, concessions territoriales massives en Afrique du Nord, quantités énormes de matériel militaire, nourriture dont l'Espagne avait désespérément besoin. Il tourna autour du sujet. Hitler dira plus tard que la réunion était plus épuisante qu'une visite chez le dentiste, et il n'en demanda jamais une seconde. Franco quitta Hendaye sans s'engager à rien, ce qui était précisément le but. Puis, le 22 juin 1941, l'Allemagne envahit l'Union soviétique, et Franco trouva soudain la soupape de sortie qu'il cherchait. Combattre les démocraties occidentales était dangereux et politiquement risqué. Combattre le communisme était autre chose. L'URSS avait soutenu les républicains pendant la guerre civile espagnole. Pour le régime franquiste, Moscou était un ennemi personnel. Et lorsque Ramon Serrano Suné, ministre des Affaires étrangères et beau-frère de Franco, déclara depuis un balcon à Madrid « La Russie est coupable », ce n'était pas seulement un discours. C'était une soupape politique pour canaliser l'énergie militaire espagnole vers l'Est.
L'Espagne enverrait des volontaires sur le front de l'Est. Pas l'armée espagnole, des volontaires. Une distinction permettant de rester officiellement neutre tout en satisfaisant l'Allemagne. Des centres de recrutement ouvrirent dans tout le pays. À Madrid, le quota fut rempli en une seule journée. Les hommes qui s'engagèrent n'étaient pas homogènes. Les plus visibles étaient les phalangistes, membres du parti fasciste espagnol, venus en chemise bleue, traitant cela comme une croisade. Mais derrière eux venaient des étudiants, des officiers de carrière démissionnaires, des aventuriers, des idéalistes, et aussi un groupe rarement évoqué, d'anciens républicains. Des hommes du camp vaincus de la guerre civile, cherchant à effacer leur passé, à protéger leur famille, ou simplement à survivre dans une Espagne franquiste. L'ironie était totale, d'anciens antifascistes combattant sous uniforme allemand. L'unité fut officiellement appelée Division espagnole de volontaires. Mais elle devint rapidement la Division bleue. En juillet 1941, ils prirent le train pour le Reich. À Grafenwöhr, leur entraînement ne se passa pas bien. Les instructeurs allemands les jugèrent indisciplinés, bruyants, désorganisés. Les Espagnols vivaient selon leurs propres habitudes, mangeaient tard, chantaient, modifiaient leurs uniformes. Les rapports allemands parlaient d'une troupe désordonnée. Mais cette impression allait changer. Avant même d'atteindre le front, ils furent forcés de marcher près de 1000 kilomètres à travers la boue et le froid de l'Europe de l'Est. Pendant 40 jours, ils avancèrent. Ceux qui ne pouvaient pas suivre furent brisés. Ceux qui restaient devinrent un groupe soudé. En octobre 1941, ils arrivèrent sur le front du Volkhov. Le front était d'une brutalité extrême. Froid à -40, combats statiques, tranchées gelées, maladies, gelures, morts sans fin. Les Espagnols improvisaient pour survivre. Mais ils combattirent, et mieux que prévu. Ils gagnèrent une réputation de patrouilles agressives nocturnes. Les Soviétiques commencèrent à les prendre au sérieux. En janvier 1942, un épisode marqua leur réputation. 200 Espagnols traversèrent le lac Ilmen dans une tempête à -50 degrés Celsius pour secourir une garnison allemande. Seuls 12 arrivèrent sans blessures graves, mais la mission fut accomplie. À l'été 1942, ils furent envoyés près de Leningrad. En janvier 1943, les Soviétiques lancèrent l'opération Iskra, perçant partiellement le siège de Leningrad. Puis vint l'opération Étoile polaire, visant à écraser totalement la 18e armée allemande. Le point clé était Krasny Bor, défendu par les Espagnols. Les Soviétiques pensaient percer facilement. Ils avaient 44 000 hommes et des chars. Le 10 février 1943, l'artillerie soviétique ouvrit un feu massif pendant 2 heures. Les positions espagnoles furent pulvérisées. Mais lorsque les Soviétiques avancèrent, les survivants espagnols émergèrent des décombres. Ils laissèrent passer les chars, puis attaquèrent l'infanterie. Les combats devinrent chaotiques. Incendies de chars, grenades, combats au corps à corps. 3 points résistèrent particulièrement: la gare d'Octobre, le moulin à papier et le village de Krasny Bor lui-même. À la fin de la journée, les Soviétiques avaient échoué à percer. Les pertes espagnoles furent d'environ 1125 morts en une journée. Les pertes soviétiques estimées entre 11 000 et 14 000 hommes. L'opération Étoile polaire échoua à cause de cette résistance. La division fut ensuite progressivement retirée, dissoute, puis remplacée par des unités plus petites. Certains combattirent encore jusqu'à Berlin. D'autres furent capturés et envoyés dans les camps soviétiques pendant des années. En 1954, 248 survivants revinrent en Espagne après plus de 10 ans de captivité. Sous Franco, ils furent glorifiés. Plus tard, ils furent largement rejetés. Mais leur action militaire à Krasny Bor reste l'un des engagements défensifs les plus remarquables du front de l'Est. Et ce matin-là, dans un village gelé au sud de Leningrad, ils ne cédèrent pas.